Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Catherine Testa, fondatrice du média L'Optimisme. Et quand on écoute Catherine, on comprend bien pourquoi le média porte ce nom. Catherine nous raconte, avec la joie et l'énergie qui la caractérisent, son parcours et ses débuts dans le monde des sciences et de l'environnement. Diplôme en poche, elle décroche un job dont tout le monde pourrait rêver, à New York. Mais Catherine sent qu'elle n'est pas à sa place. Car, et je la cite, « Le meilleur en soi n'est pas forcément le meilleur pour soi ». Catherine refuse de laisser le cynisme envahir sa vie et décide de quitter son travail pour monter un média qui remettra de l'optimisme dans la vie des gens. Catherine nous raconte et nous emmène avec elle dans cette formidable aventure. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro du podcast Chance. Merci pour l'accueil. Très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours ? Oula, est-ce que vous avez 5 heures ? Parce que c'est assez long, assez difficile à synthétiser. J'irai en quelques mots. À la base, bonne élève qu'on avait mis dans le moule, à qui on avait décrété qu'on était une scientifique, la scientifique de la famille, pour te la faire courte. Donc j'ai commencé par faire maths, mention S, alors que je suis plutôt une créative dans l'âme, mais je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Et donc j'ai eu un parcours en physique-chimie avant de m'intéresser au sujet du développement durable. Ça, j'y reviendrai peut-être après. Et aujourd'hui, je suis donc la fondatrice de l'Optimisme et je partage beaucoup de publications sur les réseaux sociaux au quotidien. Et c'est mon nouveau métier, si je peux le dire ainsi, depuis 6 ans maintenant. Ça commence à dater. Donc plus tellement nouveau finalement. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste l'optimisme ? Et après peut-être qu'on pourra revenir justement sur les bifurcations de vie qui t'ont amené à te reconnecter à ce qui te faisait vibrer. En quoi ça consiste l'optimisme ? L'optimiste ? Alors l'optimisme. Mon enjeu, c'était à un moment donné de me dire, je travaillais dans le domaine du développement durable. Alors, je vais remettre peut-être un élément de contexte sur ce sujet. À une époque où c'était pas du tout à la mode de travailler sur le développement durable. Tu vois, on était plutôt sur des thématiques. Quand on adressait ce sujet, on se disait, ça va empêcher les entreprises d'avancer. C'était vu comme quelque chose d'écolo. Et moi, le développement durable, je le voyais vraiment comme, on va dire, quelque chose de pur bon sens. J'étais pas spécialement militante, rien du tout, hein, mais pour moi, il fallait qu'on pense l'entreprise dans sa grande globalité, à savoir l'environnement, mais aussi les collaborateurs, mais aussi le tissu économique, la localisation, etc., etc. Donc, je m'étais vraiment engagée dans le développement durable pendant des années, sujet qui me passionnait au demeurant, sauf qu'à un moment donné, j'étais un peu face à un constat, et le constat, c'était je commençais à devenir cynique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde s'en contrecarrait du sujet et je devenais un peu fataliste. Et pour autant, je voyais qu'il y avait des gens qui s'engageaient et c'était eux qui me donnaient l'envie de croire qu'on allait pouvoir améliorer les choses. Et ceux qui faisaient, en fait, ceux qui étaient alors que ce soit des personnes au sein des grandes entreprises ou des personnes dans le monde associatif ou des individus à titre perso, c'était eux
pour moi, était ce qui allait incarner une forme d'optimisme, une forme de changement. Et je trouvais qu'en France, on oubliait complètement ce mot de l'optimisme et que je croyais que c'était en mettant en avant des gens qui s'engageaient qu'on allait donner aux autres envie de s'engager plutôt que par le « attention, on va tous mourir, attention ». On est tous en train de défoncer la terre. Je trouvais qu'on n'était que dans ce postulat-là à l'époque, et moi j'avais envie de redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme en me disant, si on doit agir, voilà, que ce soit au sein d'une entreprise ou globalement, on doit faire le postulat de l'optimisme. Et en France, on n'avait pas du tout la culture de l'optimisme. C'était un peu vu comme la naïveté. Ceux qui s'engageaient étaient presque des bienheureux naïfs. Et j'ai vraiment eu envie de mettre en ligne, donc il y a 2 sites internet, l'Optimisme.com et l'Optimisme.pro, pour mettre en avant ceux qui agissent au quotidien en se disant mais j'en ai marre du fatalisme qui peut être véhiculé dans les médias et aussi de l'arrogance qui est très franco-française de on paraît érudit à critiquer et celui qui s'enthousiasme limite on lui donne pas la voix, tu vois, ça a pas ça a pas d'intérêt. Donc mon enjeu c'était vraiment ça, c'était sur les sites web mettre en avant des initiatives positives, réenthousiasmer à des sujets qui sont pas forcément faciles, en se disant l'optimisme c'est le prérequis à toute action. Sans optimisme, pas de reconversion, pas de réflexion sur son parcours de vie, tu vois, comme tous les auditeurs qui doivent nous entendre aujourd'hui. L'optimisme, c'est le prérequis à toute action et c'est un ingrédient dont on a besoin. Et vraiment, en France, personne ne parlait d'optimisme à l'époque. Et tu as dit plusieurs fois en France, donc c'est parce que tu as vécu à l'étranger, je crois, et que tu as remarqué donc une différence d'état d'esprit? Ah oui, pardon, c'est vrai. J'ai vécu notamment aux États-Unis, donc j'ai vécu effectivement côté New York. J'ai pas mal passé de temps aussi à San Francisco et j'ai aussi vécu en Espagne et au Portugal. Alors les cultures sont très différentes entre tous ces pays. Aux États-Unis, quand c'est très caricatural presque. Alors les États-Unis, attention, San Francisco, New York, ou Los Angeles, c'est pas du tout l'entièreté des États-Unis. Il y a beaucoup plus de nuances. Mais aux États-Unis, je me rappelle de mes collègues américains, dès que je commençais à faire quelque chose, genre j'avais fait un Excel pour mettre des noms dans un tableau, mes collègues américains s'enthousiasmaient en me disant that's amazing. C'est brillant, c'est fantastique. Et toi, tu te disais, ouais, j'ai juste mis des noms dans un tableau Excel, tu vois. Et en fait, c'est vrai que la culture américaine, elle est, surtout dans ces 2 villes, elle est presque à l'opposé de ce que je voyais en France, voire limite j'avais l'impression que c'était qui se moquait de moi. Tu vas te dire que en France pour toi c'est juste le premier pas avant d'autres et on commence à te dire bon maintenant à quoi ça sert ton tableur Excel. Et donc il y avait vraiment une grande différence et aux États-Unis quand tu baignes un peu là-dedans, tu vois la notion d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat était quelque chose de nécessaire, en fait, aux changements sociétaux d'un point de vue général. Et donc, je trouvais qu'il fallait peut-être pas tout prendre des États-Unis, voire c'est un petit peu too much, mais voilà, importer un peu d'optimisme en France parce que je trouvais qu'on était en retard sur plein de sujets, parce qu'on n'osait pas, parce que derrière, quand tu commences à faire quelque chose en France, généralement très vite, t'as ton entourage, oui, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, on n'a pas du tout la même culture on essaie de faire quelque chose et tout le monde applaudit. Mais j'ai envie de te dire, c'est la même chose dans le système scolaire. Aux États-Unis, tu fais, les enfants font un dessin de banane, toute la classe applaudit au dessin de banane. En France, on n'en est pas là, tu vois. Tu vois. Donc je pense que notre système éducatif vient aussi contribuer à le fait qu'on entreprenne un peu moins. Et quand je te dis entreprendre, c'est pas monter une start-up de la start-up nation, c'est juste faire quelque chose. Oui, j'ai vécu moi-même 1 an à San Francisco et ça me parle ce que tu dis. Il paraît même que si tu demandes à des enfants dans une classe, dans certaines villes, sûrement celles que tu cites aux États-Unis, qui veut être millionnaire plus tard, il y en a plein qui vont lever la main alors qu'en France, c'est pas forcément très bien vu, etc. Donc c'est vrai qu'on dit, je sais pas si tu connais cette expression, the American dream is the French nightmare, le rêve américain et le cauchemar français, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc c'est très particulier parce que quand tu l'as vécu, tu sais que c'est possible. Voilà, c'est pas forcément complètement souhaitable tel quel, mais je me disais entre nous et eux, il y avait quand même, on pouvait quand même essayer de faire quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que tu as réussi à prendre un peu de recul par rapport à ce qui te parlait dans cet état d'esprit culturel de cet environnement à l'étranger et que tu as réussi finalement à
à repartir un peu avec ça pour l'appliquer dans ta vie professionnelle. A contrario, si on revient un petit peu sur ce passé, comment était ta vie professionnelle avant l'optimisme et qu'est-ce qui finalement ne te convenait pas et a fait que tu as décidé de changer de voie? Alors, ça va. Enfin, c'est marrant parce que quand une entreprise te convient pas, j'ai presque envie de te dire, ça paraît naturel de la quitter. C'est-à-dire que ton entourage te dit, mais arrête, toi-même tu te dis ça me convient pas. Et moi, clairement, mon ancienne entreprise me convenait. C'est-à-dire que je dis, j'avais le meilleur en soi. J'avais la chance de vivre d'un sujet qui me passionnait. Je rencontrais des gens passionnants. Financièrement parlant, c'était chouette. J'avais un boss qui me laissait à peu de choses près faire ce que j'avais envie de faire. Et comme j'étais arrivée au début de la structure du projet de mon ancien patron, c'était moi qui l'avais développé. Donc, on avait, avec ma collègue, recruté les équipes. C'était vraiment un projet qui était déjà à mon image. Donc, j'avais vraiment cette notion du meilleur en soi. Et c'était quoi juste ce projet? Tu faisais quoi? Créer le réseau. En fait, on avait créé le premier réseau des directeurs du développement durable. Donc, on l'avait fait en France. D'accord. Et on l'avait fait derrière aux États-Unis, à SF, à Beijing et à Francfort. Donc, en fait, on l'avait décliné et comme avec ma collègue, on avait été les 2 premières à développer ce projet, derrière, moi, je suis partie à l'étranger pour le structurer au niveau mondial. Donc vraiment quelque chose de passionnant parce que tu découvrais toutes les pratiques qui pouvaient être mises en place par toutes les entreprises. C'était un sujet intellectuellement hyper vertueux. Et c'est ça qui est compliqué quand on a un métier qu'on aime bien, c'est de se dire est-ce que je pourrais pas contribuer à un autre endroit où moi je m'épanouirais plus. C'est-à-dire que je savais faire mon ancien métier, mais c'est pas parce que tu sais faire, tu vois, c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu es forcément au bon endroit. Et c'est compliqué quand tu es dans ce genre de situation parce que tout le monde te renvoie non mais enfin Catherine, pourquoi tu veux partir? Donc on m'envoyer, tu es capricieuse, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Et si tu ne retrouves pas quelque chose d'aussi bien, mais le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi. Et ça, j'aimerais vraiment le dire. Et à un moment donné, en déconstruisant, j'avais fait le tour du sujet, et je me disais que un élément où j'aurais peut-être une valeur ajoutée serait dans quelque chose qui n'était validé par aucun diplôme, dans la notion de communiquer, parce que je me rendais compte que j'avais une facilité de communication, de communiquer sur des sujets, de parler d'optimisme, parce que personne ne le faisait. Et vraiment, à un moment donné, j'étais persuadée que quelqu'un d'autre allait monter un projet comme ça. J'étais certaine que quelqu'un allait créer un projet autour de l'optimisme pour créer des informations positives, par exemple, pour réenchanter le milieu du travail. J'étais persuadée et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que personne ne le faisait. Et donc, je me suis décidée à le faire. Donc, il n'y a pas eu de déclencheur en soi. Il n'y a pas eu de souffrance. Il n'y a pas eu de... j'étais plus alignée avec ce que je faisais, mais pour autant, j'étais pas complètement, tu vois, en rejet complet du sujet. Ça a été plutôt un process, et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est assez culpabilisant, cette période où tu sais que tu as envie de changer, que tu sais que tu as envie de monter un autre projet. En parallèle, moi, j'avais envie de partir en Espagne à l'époque. Et tu sais, tu le racontes à tes potes, tu le racontes à tes proches, et tu sais même plus si tu crois toi-même au fait que tu vas le faire. Tu sais, tu es dans cette zone de doute, tu sais même pas si toi-même tu y crois, tu sais même pas si toi-même un jour tu oseras démissionner. Et j'ai démissionné, et ça aussi, voilà, ça c'est peut-être un message. Le jour où j'ai lu une citation sur Internet, c'est pour ça que je suis très attachée aux messages sur les réseaux sociaux. Une citation qui disait « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». Et de temps en temps, le changement tient à rien. Tu vois, moi, ça tient à quelqu'un qui, au bout du monde, parce qu'elle était dégueulasse, cette publication sur les réseaux sociaux, tu sais, elle avait été partagée des dizaines de fois, j'imagine. Quelqu'un qui a publié cette citation à l'autre bout du monde a fait que ce jour-là, je me suis dit « J'y vais ». Et voilà, ça serait peut-être aussi un message quand on culpabilise de pas oser se lancer et autres, de se dire un jour on a ce courage de d'oser se lancer dans un parcours comme Chance, ou d'oser faire une exposition parce qu'on sait peindre. Et la pire période, c'est la période de l'indécision, clairement.
Mais finalement, c'est un temps que tu t'es octroyé, et je pense qu'il y a peut-être aussi un message intéressant de stopper cette injonction du changement immédiat. Il y a chacun le bon moment pour soi. Et finalement, oui, cette publication sur l'arbre t'as fait peut-être une sorte d'électrochoc, mais en réalité, ce serait faux, j'imagine, de dire que ça a été ça ton déclic. C'était un process, comme tu dis, une construction sur 2 ans, et tu t'es accordé ce temps-là, et finalement, c'était ça qui te convenait. Exactement. Et avant, je m'étais trouvé tout un tas de bons prétextes de ne pas changer. Mais ces prétextes que tu te trouves, tu te dis, après les prochaines vacances, après le prochain projet, après ceci, après cela, j'étais rentrée dans presque une zone de douleur en me disant, je sais même pas si je vais vraiment le faire. In fine, tant et si bien que j'osais même plus le dire à mon entourage. De peur qu'ils se disent, ouais, bien sûr, c'est des belles paroles. Mais clairement, ce process de changement, je le crois, fondamentale. Et là, je vois beaucoup, tu sais, de publications presque devenez tous auto-entrepreneurs, devenez tous entrepreneurs, changez, balancez tout. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même réfléchir à nos besoins. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand j'étais côté US, j'étais toute seule là-bas. Donc, je suis rentrée dans un grand parcours d'introspection. C'est-à-dire, j'ai beaucoup lu, je me suis posé beaucoup de questions, j'étais loin finalement de mon référentiel. Et ce temps-là, il a été nécessaire. C'était pas une époque où on parlait de coaching à l'époque. Enfin, faut se remettre en place. C'était à peu près 2012, 2015. Je pense que c'est même 3 ans de la décision. On n'en parlait pas encore de tout ça à l'époque. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on en parle. Et alors, tu dis que tu as fait cette réflexion toute seule à l'étranger. Et donc, c'était quoi? C'était lire des livres, écouter des conférences, des témoignages? Il y en avait pas tant que ça à l'époque. C'est marrant parce que pour nous, ça nous paraît évident aujourd'hui, tu sais, toutes les conférences TED, tous les podcasts, tous les témoignages. À l'époque, moi, ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment dans la lecture que j'ai trouvé beaucoup d'informations et dans ce qui pouvait être déjà véhiculé côté US, qui était beaucoup plus courant que côté français. Mais le problème, c'est que la culture US n'est pas la culture française. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat à la US, vous pouvez tout faire. Ça s'oppose à des modèles de société français. C'est-à-dire qu'aux US, tu peux te barrer du jour au lendemain, tu peux être viré du jour au lendemain, ce qui est pas du tout la même chose en France. Et donc le système, même les prêts immobiliers, tout ça sont différents. Tout est différent. Et donc je trouvais que je me suis j'ai beaucoup baigné dans cette culture, mais ça correspondait pas non plus forcément à ce qui existait culturellement en France, et je m'y retrouvais pas complètement non plus. Et ça a été quoi alors ton premier petit pas pour avancer une fois que tu as réalisé que tu voulais changer? Je pense que le premier petit pas, ça a été, c'est une très bonne question. J'ai commencé à noter sur un cahier tout ce que j'aurais envie de partager. Donc j'avais un cahier, je notais mes rêves, clairement. Tu vois, j'essayais de me projeter en me disant, je pourrais faire ça, je parlerai de ça. Et le premier petit pas, c'est que j'avais créé un site web au tout démarrage, qui est pas du tout le site web final, mais j'essayais de faire quelque chose pour avoir l'impression de ne pas mettre mon projet de côté. C'est-à-dire, j'essayais d'accorder du temps chaque jour à mon projet. Il y a une méthode qui s'appelle Stupid Small. Je sais pas si tu connais, ça te parle, ou peut-être que oui, mais tu peux nous en parler pour nos auditeurs. Voilà. Le Stupid Small, c'est qu'est-ce qui va être le plus petit pas que tu vas pouvoir faire sans que ça te paraisse être une montagne de travail trop importante. C'est-à-dire, admettons que tu as envie de faire des pompes, tu vas te mettre comme objectif de faire une pompe. Voilà. Si tu écris un livre, tu vas te mettre comme objectif d'écrire une phrase. Comme ça, la quantité de travail ne va pas te paraître trop difficile, même 5 minutes, parfois c'est compliqué. Mais comme tu as engagé l'action, généralement, tu ne fais ni une pompe, ni tu écris une ligne. Et donc, j'avais un peu appliqué ça à l'époque. J'essayais tous les jours d'accorder du temps à mon projet, et c'était un cahier, tout simplement. Donc, si je résume, on fait une petite pause pour résumer tout ce que tu nous as déjà partagé. Tu étais dans un moment de ta vie où finalement la finalité de ton travail te plaisait, puisque c'était quand même en lien avec le développement. Tu sentais une certaine autonomie, liberté, tu étais à l'aise au niveau des compétences, mais tu as senti que tu étais à une fin de cycle, ou que tu avais fait le tour, comme tu disais, et que tu avais envie d'apporter un renouveau. J'ai senti une espèce d'idée d'innovation quand même.
d'être un peu une pionnière. Et je pense que c'est important de rappeler que la réflexion professionnelle n'intervient pas à des moments d'extrême souffrance ou de burn-out, de bore-out. Donc, parfois, c'est tout simplement pour aller rechercher du plaisir. Donc ça, c'est un peu ce qui t'est arrivé, j'ai l'impression. Malgré des retours un peu inquiétants de tes proches, t'as commencé, toi, toute seule dans ton coin, à te mettre en action avec cette projection et cette technique du ridiculement petit, des tout petits pas. Est-ce que déjà là, on est en lien avec là où t'en étais à ce moment-là ? Oui, on est complètement en lien avec là où j'en étais à ce moment-là. Et c'est peut-être qu'il y a un élément qui est important à raconter, c'est que je me savais capable de monter des projets. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu cette audace de le faire, parce que autant je me sentais naze sur le point de vue administratif et des choses comme ça, je savais que c'était pas ma zone de compétence. Autant quand j'étais gamine, j'avais été fan d'un groupe de musique, mais vraiment 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 fan, et j'avais monté un site web, tu vois, communautaire autour de ce groupe. Et donc je savais que j'étais capable finalement de créer un site web, d'engager une communauté. C'est aussi ça, quand j'étais plus jeune, qui m'avait aussi appris à aller vers les autres, que les gens soient allemands, hollandais, bulgares, peu importe. Tu vois, je savais que j'avais cette compétence de partir de la page blanche. Donc c'est aussi pour ça que j'ai probablement osé y aller à l'époque, et je me sentais, et ça c'est pour revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, tout allait bien, mais je sentais que je pouvais avoir une place qui était plus juste, dans la mesure où je savais que je pouvais aller au-delà de ça. Et peut-être autre chose, moi je fais partie des personnalités, et ça je l'ai compris seulement récemment, je suis pionnière. C'est-à-dire que j'ouvre les sujets, et quand je me rends compte que d'autres s'en emparent, je trouve que les autres sont meilleurs pour derrière les structurer, les faire perdurer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de débroussailler. Donc ça, je l'ai compris aussi récemment. Et donc, c'était, comme tu dis, fin d'un cycle, et savoir qu'en fait, c'est avoir cette sorte d'intuition de je pourrais faire mieux parce que je sens que j'ai des compétences, et c'est assez difficile de se dire oui, mais j'ai pas étudié ça. Tu vois, je n'ai pas étudié la communication, je n'étais pas du tout du monde des médias, je ne suis pas je ne suis pas graphiste, je ne suis pas informaticienne, mais j'avais cette notion de je me sens débrouillard. Oui, donc tu as réussi à dépasser ton syndrome de l'imposteur en capitalisant finalement sur ton expérience et tes réussites passées, et pour finalement avoir confiance en ta capacité à y arriver. Ouais. Alors, syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te dire, il est bien marqué sur ce genre de quand tu passes d'un sujet à un total autre. Et puis à l'époque, en plus, tu vois, aujourd'hui on est en 2023, mais à l'époque, parler d'optimisme, il fallait déjà que j'explique pourquoi est-ce qu'il me paraissait intéressant de parler d'optimisme. Donc non, il y a eu un gros syndrome de l'imposteur. Par exemple, quand j'ai créé le site web, j'ai mis peut-être 8 mois avant de le montrer à mon meilleur pote. Tu vois, j'avais vachement de mal à montrer en fait ce qui avait été fait, de peur du jugement, et parce que je savais que c'était pas parfait, tu vois. Et c'est cette notion de, quand tu débutes un projet, parfois tu te retrouves tout seul, donc tu n'as pas le temps mécaniquement de tout faire. J'ai encore donc on est en 2023, j'ai encore en 2023 des choses qui sont sur ma to-do. Le premier cahier que je t'ai évoqué tout à l'heure, j'ai encore des points qui sont encore sur ma to-do, que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, qui me paraissent évidents, qui demandent pas énormément de temps, qui demandent un peu de concentration, et que j'ai toujours pas fait. Donc ça, tu vois, le syndrome de l'imposteur est encore plus là quand tu te dis, mais je sais comment ça pourrait être beaucoup mieux, mais je fais avec les moyens du bord. Oui, et puis accepter que ce soit pas parfait du premier coup et d'apprendre en marchant. Exactement. Mais c'est excitant, tant mieux s'il te reste des points sur ta to-do, je trouve ça chouette aussi. Ah, mais alors, tu sais, cocher un point sur cette to-do, ça a un niveau de satisfaction incommensurable. C'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui regardent leurs points sur leur to-do qu'ils ont depuis des mois, voire des années, qui culpabilisent, dites-vous que le jour où vous les cochez, c'est un plaisir sans nom. Et à ce moment-là, comment tu as réussi à dépasser toutes ces injonctions dont tu nous parlais tout à l'heure, de tes proches, qui te disaient c'est trop risqué, et si tu retrouves pas aussi bien, etc.
C'est terrible ce doute, hein. C'est terrible parce que le doute des proches qui est effectivement légitime, c'est parce que les gens tiennent à toi, vient s'ancrer en toi. C'est-à-dire que moi, enfin, je m'étais dit, mais effectivement, si je retrouve pas de travail, tu vois, si ça marche pas et si je retrouve pas de travail, mais tu perds pas tes compétences pour autant. Tu vois, et donc je finissais par me dire, mon Dieu, si je trouve pas de travail, alors que globalement je suis quand même une bonne employabilité. Tu vois, mais les doutes des autres rejaillissent sur toi. Moi, ma technique, elle a été un peu, elle n'est pas actionnable, pardon, par tout le monde, dans la mesure où j'ai décidé de partir en Espagne toute seule. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout quitté. J'ai quitté. J'ai quitté donc mon appart à Paris. Enfin, je suis revenue des US. J'ai quitté mon appart à Paris. J'ai quitté donc ma famille, ma langue, mon mec, et je connaissais personne en Espagne. Mais je me suis dit si j'ai besoin de mener mon projet à bien, je suis obligée d'avoir l'énergie de lui dédier du temps à l'époque, et surtout du jour où j'ai décidé de démissionner, mon ancien patron m'a proposé de me réembaucher. J'ai eu plein de propositions, et là je me suis dit, oh mon Dieu, comment est-ce que en zone de doute, je n'avorte pas mon projet, par sécurité. Donc, le fait de partir en Espagne m'a permis déjà de m'extraire en fait de mon quotidien pour aussi rencontrer les bonnes personnes, parce que je l'évoquais, physique chimie au démarrage, développement durable, je suis entourée de gens cartésiens, rationnels. Mon meilleur pote, un de mes bons potes à l'époque m'avait dit, non mais Catherine, c'est quoi, c'est pour les dépressifs l'optimisme ton truc, tu vois, enfin tellement il n'avait pas compris ce que c'était. Et donc ton entourage te met le doute. Donc moi, je me suis extrait géographiquement parlant. C'est pas forcément la peine, hein, il y a X autres façons de faire. Et la deuxième chose, c'est que au lieu de dire aux autres, je crée l'optimisme, tu vois, je crée un site positif ou que sais-je, je disais, j'essaie de regarder si les Français et les francophones ont envie d'un site positif, si l'optimisme peut être un sujet en France, si moi j'ai envie de le faire, si moi ça m'intéresse d'être entrepreneuse, tu vois, j'ai tout repassé dans la notion d'expérience, pour qu'on arrête de me demander alors est-ce que t'as envie, comment ça se passe. Je vivais une expérience et j'allais valider ou invalider un scénario. C'est-à-dire que j'étais en train d'essayer de regarder si j'avais envie de le faire, si ça avait envie, si ça allait plaire, et ça me laissait une porte de sortie qui évitait, de devoir se justifier, et qui rendait immédiatement dès le démarrage possible la notion d'échec. C'est-à-dire, j'aurais pu ne pas du tout aimer être toute seule. J'aurais pu, c'est la même chose, hein. Je veux dire, si t'as envie tout à l'heure, je parlais de vendre des toiles. Si t'es artiste, que t'as envie de vendre des toiles, tu te dis que t'as envie d'en faire ton métier, mais tu peux te rendre compte que tu préfères le faire en passe-temps. Et pour ne pas voir ça comme un échec, la notion d'expérience m'a vraiment permis de changer le regard que les autres portaient sur mon projet. Ouais, très, très intéressant, cette astuce pour finalement se prémunir de la pression de l'échec, parce que tu vis les choses pour toi et quoi qu'il arrive, ce sera un apprentissage intéressant, que tu décides que tu veuilles passer ça dans ta sphère professionnelle ou personnelle, que tu décides de monter ton projet ou pas et finalement de le réintégrer dans un projet salarié. En fait, finalement, tout va être bon à prendre in fine, quoi. Exactement. Et le succès était dans l'expérience. Parce que j'allais valider ou invalider un scénario. C'est un truc de hack, je pense, ça. Ouais, le succès dans le chemin et pas dans la finalité, quoi. Mais en même temps, je vais faire la petite bête, hein, mais tu disais tout à l'heure cette fameuse question de tu sais ce que tu as envie. Tu sais, moi, à une époque, j'ai été comédienne, on me l'a posé 40 fois, donc je ne te juge pas du tout d'avoir relevé cette question qui peut être assez oppressante. J'en conviens, mais maintenant, si je fais l'avocat du diable, même quand il s'agit de vivre une expérience et de pas tout de suite monter un projet, etc., partir à l'étranger, toute seule, se donner du temps pour explorer, faire une étude de marché, etc., ça demande aussi des ressources financières. Ça, comment t'avais fait pour te prémunir de l'aspect matériel ? J'avais économisé avant. Non, mais ça paraît tout bête, mais ça, en fait, finalement, t'avais anticipé, quoi. J'avais anticipé, j'avais des mois donc devant moi pour avoir la possibilité de valider ou d'invalider justement mon projet. En parallèle, pareil, hein, le fait de partir à l'étranger, c'est aussi ce qui m'a permis de dire que même si
si j'invalidais mon projet, j'aurais appris l'espagnol. Parce que je parlais pas du tout espagnol. Tout le monde savait que j'étais fan d'Espagne. Et donc, voilà, quoi qu'il advienne, dans ce temps d'exploration, j'aurais quand même appris l'espagnol, ce qui valait l'investissement en soi. Non, mais clairement, j'avais anticipé, j'avais du mou. J'avais sous-loué mon appart à un copain qui était à Barcelone à l'époque et qui rentrait lui à Paris. Donc, j'avais trouvé des mécaniques financières qui me permettaient d'avoir un peu de temps, en fait. Ok, donc là, on voit bien que dans ton choix d'aller explorer, finalement, tu avais allié un peu d'intuition, un peu de raison, un peu d'émotion, puisque tu disais aussi que tu sentais que c'était un besoin fondamental, et puis des valeurs, puisque ça restait connecté finalement à tes valeurs de partage, d'optimisme et d'espoir un peu, j'ai l'impression. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est un modèle, en tout cas, que nous on préconise, sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions, de mélanger intuition, émotion, valeur et raison. Mais quand même, je me dis, c'est pas évident de se retrouver tout seul à l'étranger. T'as pas eu peur? Comment t'as fait pour finalement vivre bien la chose? Je t'avoue, je me pose de temps en temps la question. Clairement, je me rappelle du premier jour après avoir démissionné. Donc, comme je te dis, j'avais quand même déjà mis des premières billes, des premiers jalons avant de me lancer. Je me rappelle du premier jour où je me suis retrouvée, j'avais installé le bureau dans ma chambre, où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je crois que la plus grande soirée de ma vie, ça a été ma soirée du pot de départ. Quand je me suis rendu compte que dire au revoir à la première personne, ça allait pas, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer le reste? Donc vraiment, j'ai eu du mal à quitter mon ancien job parce que j'aimais mes équipes, mes collègues, mes boss, un sujet intéressant. Donc, j'ai eu une grande descente le premier jour. Je disais à tout le monde que je voulais partir en Espagne, et un jour, finalement, sur un groupe Facebook, je trouve une sous-loc, en fait, en Espagne. Donc, je pars. Et le premier jour où j'arrive en Espagne, c'était à peu près, je pense, 3 semaines après. Là, j'avais vu sur toute la ville, et là, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Catherine? Tu sais, t'as quand même des éléments de oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Ceci étant dit, j'ai une de mes potes qui dit très souvent l'univers a horreur du vide. Et c'est vrai que quand tu fais de la place pour quelque chose, généralement ça se remplit d'autres choses. Et comme j'étais forcément plus ouverte à mon projet, très très rapidement le lendemain, la personne à qui j'avais repris l'appart, j'ai échangé avec elle. Ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet, et tout le monde le comprenait parce que finalement je n'étais plus dans mon ancien métier. Je n'étais plus en train de parler du développement durable avec ce rêve. J'étais dans cette notion, je regarde si ce rêve est rationnellement possible. Donc c'est très juste dans vos 4 piliers. La dernière fois, je me rappelle en échangeant avec Kendra de cette notion de la théorie qui rejoint la réalité, en fait. Mais moi, à l'époque, ça n'existait pas. Tu vois, le fait de tout poser. Effectivement, aujourd'hui, tu vois, j'ai 10 ans de recul sur tous ces sujets. Donc, je me rends compte, en fait, que toutes les cases ont été cochées. Mais il y a forcément cette notion, je pense, d'exploration personnelle que j'ai eu le temps de faire quand j'étais aux US, à mon avis, m'a quand même beaucoup aidé à me permettre de bien me comprendre, en fait. Et j'aimerais bien revenir sur une notion que tu as abordée tout à l'heure. Il y avait tellement de choses intéressantes qu'on est parti sur autre chose, mais tu as quand même évoqué les rencontres. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les rencontres marquantes qui finalement, on va dire, ont peut-être impacté les chemins que tu as pris? C'est pour ça que les groupes de soutien que vous mettez en place me paraissent absolument fondamentaux, parce que celui qui change, mais qui devient entrepreneur, qui se lance dans un parcours de réflexion par rapport à son métier à l'intérieur d'une entreprise, celui qui se pose, qui suit un parcours chance parce qu'il se pose des questions même au-delà du professionnel, c'est souvent un parcours très esselé. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer que des gens avec qui ça match, parce que je suis profondément moi-même, donc j'attire à moi
des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions, le même regard sur la vie, ou des gens qui sont pas du tout d'accord, mais avec qui, la dernière fois, c'est Adrien Chignard qui me disait ça, on est sur des désaccords vertueux, tu vois. Et donc maintenant, je ne rencontre que ça, sauf qu'à l'époque, j'étais dans mon système rationnel physico-chimique, presque, et j'ai eu le premier soutien que j'ai eu, c'est que quand j'ai lancé mon site web, tu vois, on parlait du syndrome de l'imposteur, j'ai pas osé le dire à mes parents ou à mes proches ou à mon mec. D'abord, je l'ai mis sur un site internet qui était le site des 100 barbares en disant j'ai eu cette idée de projet, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudrait parler de ce qui va bien, etc., etc. Et là, j'ai un mec qui était dans ce forum Facebook en fait, qui me dit moi j'adore ton projet, go go go, vas-y, et puis vas-y rencontre-nous. À l'époque, je me suis dit, c'était bizarre. Tu vois, moi, je venais d'un monde, finalement, dans le monde du travail où tu rencontres pas grand monde. Et c'est drôle. Donc, qui est devenu un grand ami aujourd'hui, ce mec-là, je me dis, soit c'est un taré, mais il faut que moi, je sorte de ma bulle. Parce que là, j'en étais quand même à 6 mois presque enfermée dans mon projet à Barcelone. Donc, il fallait aussi que je revienne à Paris pour rencontrer d'autres gens, pour reconnecter à la vie réelle. Parce que moi, dans l'optimisme, je connaissais personne. Autant je connaissais le développement durable, autant je connaissais personne en France avec qui ça match sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit, OK, c'est bizarre, mais allons à la rencontre. Et je me suis dit, au pire, faut connaître mes futurs lecteurs, etc., etc. En fait, il s'est avéré que c'était un mec qui avait un gros poste dans un grand groupe industriel, qui était complètement rationnel et qui avait vraiment compris pourquoi j'avais envie de faire l'optimisme. Et donc, je l'ai rencontré. Je me suis dit, il y a des gens qui sont un peu comme moi, tu vois, qui sont pas des babas cool. Oui, des illuminés de l'optimisme. qui comprenait le réalisme et le besoin d'optimisme. Et donc, lui m'a mis en contact avec d'autres gens. Et ce réseau, pour moi, il a été infiniment précieux. Parce que ça a été un groupe de soutien qui, quand moi je doutais, était là pour me dire vas-y. Je me rappelle, et presque j'en ai les larmes aux yeux, tu vois, même à te le dire. J'ai des gens qui m'ont demandé de quoi t'as besoin. Et de quoi t'as besoin, quand toi t'es presque un peu en lutte entre te dire tu vois, en introversion parce que t'oses pas trop en parler, tu vois, que quelqu'un me dise de quoi t'as besoin. Et je sais que c'est quelque chose, c'est des valeurs que vous partagez au sein de Chance, tu vois, ça m'a fait un bien monstrueux. Et je me rappelle, il m'avait invité à un week-end, et moi je suis une introvertie de nature, tu vois, aller à un week-end avec plus de 3 personnes, ça me paraît être le bout du monde. Et là, il m'avait invité un week-end. Tu vois, t'as quand même aussi de temps en temps l'intuition irrationnelle qui vient prendre le pas sur ce dont tu as besoin à un instant T. J'avais dit oui pour aller à un week-end avec 18 personnes, mais c'est à l'opposé de ma personnalité. Et à la fin de ce week-end, je me rappelle, on avait une sorte de boule et on se lançait la boule en se disant, voilà, quels ont été nos ressentis, qu'est-ce qu'on retient de ce week-end. Et moi, je me rappelle leur dire, je suis rassurée de savoir que vous existez. Et cette notion de cette team support qui te comprend, avec qui tu ne fais pas semblant, tu vois, à qui tu peux exprimer tes vulnérabilités, tes faiblesses, tes doutes, qui deviennent des tiers de confiance, je pense que c'est important à toutes les étapes de vie, tu vois, quel que soit ce que tu vis, que ce soit, par exemple, moi, sur le sujet de la santé mentale, tu vois, d'avoir des groupes de parole pour parler de ton sujet à toi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce que l'évolution d'un dirigeant d'entreprise, voilà, t'as besoin de ça, et ces premières personnes que tu rencontres, au démarrage, mais ils sont d'une puissance, en fait, infinie. Ils s'en rendent même pas compte. Moi, je fais que dire, c'est grâce à vous que mon projet existe. Ils me disent, non, meuf, c'est quand même vaguement grâce à toi, tu vois. Mais moi, je suis sûre que s'ils avaient pas été là, j'aurais craqué à retourner dans une boîte parce qu'on m'aurait fait une proposition ou que sais-je. Et c'est vraiment ce groupe de soutien qui a été fondamental. Et avec cette notion, quand tu te lances, quand tu oses te lancer dans un projet d'exploration de toi, tu deviens de plus en plus toi, du coup, t'attires à toi les bonnes personnes. Que sinon, quand t'as tous tes masques qui te sont posés, qu'on t'a mis, t'attires à toi les gens qui correspondent à tes masques, en fait. Et tu prêches une convaincue. Ouais, mais tiens, maintenant ça me paraît évident, mais à l'époque je me rendais même pas compte que j'avais tu vois, je m'étais pas vraiment encore découverte moi-même. Donc maintenant j'arrive à théoriser un peu tout ce qui s'est passé. Mais à l'époque, je m'émerveillais juste de rencontrer des gens avec qui ça résonnait. Tu vois.
C'est vrai que ce groupe de soutien, en tout cas, c'est un des fondements de la méthode Chance, et on accompagne en tout cas les personnes qui suivent le parcours à s'entourer de cette façon-là, aussi bien pour avoir des retours et des avis que du soutien, comme tu disais, dans les moments aussi bien de motivation que de doute. Mais il y a aussi un autre type de rencontre qu'on encourage, qui est un peu différent, qui sont ces rencontres un peu, on va dire, avec des personnes avec qui tu n'étais pas du tout en lien au début, des inconnus qui vont pouvoir te partager leur quotidien, la réalité finalement versus le fantasmé de leur travail, de ce qu'ils font au quotidien et des réalités de leur métier. D'ailleurs, on a créé la semaine des métiers récemment qui s'appelle En coulisses. Et donc, si toi, tu participais à un de ces lives où tu nous racontais ton métier en coulisses, quels seraient finalement les éléments que tu pourrais nous partager sur ce que tu adores dans ton métier? Et je dirais plus que ton métier, dans ton travail, puisque comme tu le disais, il n'y a pas qu'un seul pilier, le métier. Il y a aussi l'environnement, les impératifs et la finalité. Qu'est-ce que tu adores dans ton travail? Et puis, qu'est-ce qui est plus difficile? Alors, il y a ce qui est fonction de mon métier, il y a ce qui est fonction de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est deux sujets différents. Dans mon métier, ce que j'adore très clairement, c'est que, tu sais, on parle de valeurs, on parle de tout ça. Moi, dans mes composantes, j'ai besoin de curiosité. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'enthousiasme. C'est-à-dire que dans ma personnalité, c'est aussi pour ça que j'étais sortie de l'univers du développement durable et que je suis allée vers ça, c'est que j'ai besoin de m'enthousiasmer et je m'enthousiasme de tout. C'est-à-dire que si je me balade même dans mon quartier à Paris, je vois des trucs de street art, je suis capable de dire avec la personne avec qui est à côté de moi, même si ça fait 25 fois qu'on est passé devant, voilà, peu importe, je suis capable de lui dire, regarde, c'est génial ce truc de street art. Tu vois, je suis capable de m'enthousiasmer au quotidien et ça, j'en ai besoin. Et c'est vrai que mon métier me le permet. Mon métier me permet de rencontrer au quotidien des gens avec qui on partage des valeurs. Ça, à chaque fois, je me dis, punaise, si les gens rencontraient les gens que je rencontre, ils auraient une vision de la société qui est complètement différente. Je rencontre des belles personnes dans l'entreprise, des gens qui sont engagés, des gens mais tu sais qui sont beaux, qui rayonnent en permanence. Et donc ça, c'est un côté enthousiasmant, mais de dingo. Tu rencontres des gens qui te donnent confiance en fait en l'humain. Donc ça, c'est vraiment le côté que j'aime de mon métier. Le côté que j'aime un peu moins, c'est le côté dans mon métier. Il y a des sous-métiers en fait, il y a différentes branches et il y a celui notamment qui consiste à communiquer. Tu vois. Je communique, les réseaux sociaux forcément sont une grande part de la communication, d'ailleurs d'à peu près tous les métiers aujourd'hui, dans beaucoup de sujets quoi. Et c'est vrai que quand tu parles d'optimisme, t'es pas optimiste tous les jours. tu vois, ouais, il y a des jours où ça va pas, et donc aujourd'hui je m'autorise à ne pas, à ne pas communiquer, à ne rien publier pendant 3 semaines, 4 semaines. Je m'autorise à ne communiquer que quand c'est congruent, tu vois, pour ne pas me créer de conflit de valeurs en interne. Mais c'est un peu compliqué parce que, tu vois, on t'attend que sur l'optimisme. Et à un moment donné, même les personnes de mon équipe me disaient, mais Catherine, t'es en train de publier que des trucs sur le mal-être. Parce que je ne sais pas communiquer d'autre chose que ce que de ce qui je suis, tu vois. Et donc ça a été, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué entre qu'est-ce qu'on attend de moi quand on suit l'optimisme, quand on suit Catherine, on attend, tu vois, de l'enthousiasme et des choses comme ça. Et puis il y a des moments où même sur l'optimisme, on passait que des posts sur le mal-être au travail ou des choses comme ça, parce que j'étais révoltée, parce que j'avais des potes qui faisaient des burn-out, tu vois, pour tout un tas de raisons. Et voilà, donc je suis cette notion du métier où on se dit que c'est cool d'être créateur de contenu, comme on dit aujourd'hui. Moi, mes potes créateurs de contenu, j'en ai un paquet qui vont pas bien, faut le dire, parce que il y a aussi de la solitude, il y a beaucoup de charge mentale, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des milliers de messages par jour, beaucoup de culpabilité parce que tu peux pas répondre à tout le monde. Oui, j'ai déjà entendu ça, effectivement, oui. Oh là là, mais c'est de la culpabilité, et puis le pire c'est que de temps en temps tu te dis que c'est injuste parce que pourquoi tu réponds plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il est tombé au moment où t'étais dans le métro et donc où t'as eu le temps. Donc oui. C'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup d'illusions aussi.
C'est-à-dire que les autres te prêtent un personnage que tu n'es pas forcément. Moi maintenant, mon enjeu, c'est de dire à tout le monde, c'est bon, toi, moi, imparfaite, on communique sur un pied d'égalité pour éviter justement de faire fantasmer aussi l'entrepreneuriat. Ça correspond pas à tout le monde, hein. C'est pour ça que voilà, des initiatives comme Chance, moi je les soutiens vraiment de façon active. Qu'est-ce qui te correspond à toi en tant qu'individu, sorti de l'illusion que c'est génial. J'ai l'impression que demain là, les gamins ils veulent tous être influenceurs. Je crois que c'est pas forcément la partie de mon métier que je trouve la plus, tu vois, la plus simple en fait. Et ça, c'est vraiment l'envers du décor, c'est vraiment les coulisses on va dire, de mon métier à proprement parler. Et puis derrière, quand tu es entrepreneur, et c'est là où il m'a manqué probablement quelque chose, c'est la solitude du dirigeant. Tu sais, on te met des casquettes et c'est à peu près la même chose avec la solitude du manager pour ceux qui sont managers. On te met, tu sais, des sortes d'épaulettes de tu es puissant, c'est toi qui sais faire et en plus t'es plutôt de bonne composition. Et donc j'ai mis beaucoup de temps au sein de mon équipe, par exemple, à exprimer mes vulnérabilités. Tu vois, à me dire, moi, mes besoins en tant que dirigeante d'entreprise, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis remis à faire un parcours de coaching. tu vois, en me disant, quelqu'un un jour m'a demandé c'est quoi mes besoins, punaise, j'étais plus capable de dire quels étaient mes besoins. J'ai été obligée d'être coachée. Donc voilà, j'ai fait un parcours pour être coachée, pour me dire c'est quoi mes besoins. Et vraiment la solitude du dirigeant, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez et où bien se prémunir quand notre entreprise commence à grandir. Est-ce qu'on a envie de la faire grandir? Est-ce que ça correspond à nos envies? Et c'est pour ça des parcours de coaching, il y en a besoin, à mon sens, régulièrement, en fait. Oui, c'est le travail de toute une vie, finalement. C'est quelque chose qu'on peut faire de façon récurrente, quoi. Et surtout, tu découvres des nouveaux sujets. Et je crois que c'est aussi ça avec quoi il faut qu'on soit tous en phase, l'humilité du parcours, c'est-à-dire que ce qui me correspond aujourd'hui, 2023, n'est probablement pas ce qui me correspondait en 2022 et ce sera pas ce qui me correspondait en 2024. C'est-à-dire qu'il y a des composantes qui sont les valeurs, tout ça, qui sont claires, mais en fonction de ton contexte de vie, de ta famille, etc., tu peux avoir d'autres besoins et d'être à l'aise avec le fait de se donner l'autorisation de changer tout simplement en se disant c'est la juste temporalité. Moi je donne toujours cette phrase bonne personne au bon endroit au bon moment et c'est vrai pour sur absolument tous les plans, hein, que ce soit avec ton compagnon, avec ta compagne, ou que ce soit avec ton travail, avec tes équipes, avec ta vie entrepreneuse, associative, familiale même. Oui, il y a cette histoire de temporalité, puis aussi cette idée de se dire que c'est pas parce qu'on veut apporter du changement, ou je préfère dire le mot évolution, dans sa vie professionnelle, qu'on doit tout remettre en question. Pour certaines personnes, à certains moments de vie, comme tu le dis, effectivement, ça passe par une révolution à 380 degrés. 380 n'existe pas, 360 ou 180. Mais pour certaines autres personnes, à certains autres moments, il s'agit d'ajustements, finalement, qui parfois peuvent sembler mineurs, mais qui changent pour autant beaucoup de choses. Et c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, moi, je me rends compte de temps en temps, et quand tu es entrepreneur, c'est un truc qui est assez caractéristique. Quand tu arrives à une zone de palier, tu as envie de faire autre chose. Tu sais, et surtout quand tu as une personnalité un peu comme la mienne, t'as envie de te dire, allez, je recommence un autre truc parce que tu te sais capable de le faire, tu sais que t'as d'autres causes qui te tiennent aussi à cœur. Et finalement, faut justement se dire, attends, de quoi t'as besoin réellement? Est-ce que t'as besoin, et comme tu le dis, est-ce que t'as besoin d'un réajustement? Est-ce que c'est une continuité, une évolution? Parce que effectivement, moi, j'ai changé dans un peu du tout au tout, mais pour la petite histoire, j'avais proposé à mon ancien boss de créer un réseau dans le domaine justement de la qualité de vie au travail. Je lui avais proposé de le faire dans son entreprise en me disant je suis peut-être pas obligée de tout quitter, tu vois, pour le faire. Donc la notion, il y a une grande différence entre qu'est-ce que j'ai envie de faire et est-ce que je suis obligée de le faire, est-ce que je peux l'importer dans le monde du travail où je suis aujourd'hui, dans mon contexte, ou est-ce que effectivement je dois vraiment faire un pas complètement de côté? Et ça, c'est très très juste en fait. Ouais, c'est très très juste.
Et alors, j'ai encore plein de questions à te poser, mais je vois l'heure qui tourne, donc je te propose de garder encore pour 2 questions, si tu peux. D'abord, j'aimerais bien te demander la vision que tu as pour le futur de l'optimisme, justement, puisque tu me parles de ce fameux palier où tu as peut-être l'impression qu'il faut vite rechanger et reconstruire. Est-ce que tu es là-dedans ou est-ce que tu as envie de encore développer pas mal de choses pour l'optimisme, et si oui, quoi? J'ai encore sur ma to-do des trucs de 2015. Donc, si je suis très, très rationnelle, j'ai encore plein de choses à faire avec l'optimisme. Mais il y a une différence entre la forme et le fond. Moi, mon message, mon pourquoi, il a toujours été dans le partage, je donne souvent la dernière fois, une de mes potes me disait, moi, je t'ai toujours dit, quand je te présentais à d'autres, pote entrepreneuse, elle me disait, moi je dis toujours que tu parles de vulnérabilité. Alors moi je me suis dit, ça c'est marrant parce que oui, j'en parle moi, Catherine, mais elle voyait mon projet comme juste de la vulnérabilité. Pour moi, ma cause, c'est notamment l'authenticité. C'est-à-dire que donner l'autorisation de faire le choix. Si tu as envie d'être optimiste, tu as le droit d'être optimiste. Si tu as envie d'être pessimiste, tu as le droit d'être pessimiste. Mais c'est si t'as besoin de faire un parcours chance, tu as le droit d'avoir besoin de faire un parcours chance. Si tu n'as pas envie, tu as le droit d'avoir tu vois cette notion de autorisez-vous à explorer. Et donc pour le moment, moi j'ai encore une grande zone d'exploration au sein de l'optimisme. Je pense qu'il faut que j'ose, tu vois, c'est assez marrant parce que on a l'impression, plein de gens me donnent en tant que rôle modèle, tu vois, elle ose faire les choses. Mes bouquins s'appellent Oser, tu vois, oser l'optimisme, oser être soi. Donc forcément, j'ai une notion d'autorisation. Et dans les autorisations que je me suis pas donné encore, j'ai un réseau, mais quand je te dis monstrueux, j'ai un réseau monstrueux, des stars, des influenceurs. Je n'ai encore demandé à personne, à tous les gens que je connais, je leur ai jamais demandé une interview. Alors que je les connais, je passe des vacances parfois avec eux. Donc, je me suis, tu vois, encore pas autorisée à aller interviewer des gens parce que j'ai toujours peur qu'ils pensent que c'est pour des buts de notoriété que je le fais, alors que c'est mes copains en vrai. Donc, tu vois, il y a des choses que je me suis pas encore autorisée à faire et j'aimerais un peu le dégoupiller pour aller plus loin parce que forcément, j'ai plein d'idées en termes de sujets, de contenu ou autre. La deuxième chose, je me pose beaucoup la question du modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'étais pas du tout... comme j'ai préparé, mais quand même, l'aspect structure, c'est pas ça, j'ai aucun intérêt à ça. J'ai monté de base une SAS. Je me pose la question de mettre tout ça en asso, par exemple. Tu vois, j'ai des questions qui reviennent régulièrement. Parce que j'ai monté une SAS parce que je savais le faire alors que je savais pas monter une asso. C'est pour te dire le degré de réflexion qu'il y a eu au démarrage. On est vraiment et du coup c'est resté en SAS et ça fait je sais pas, ça fait 5 ans que je me dis il faudrait vraiment que ça soit une asso parce que on est bien plus associatif qu'entreprise. Faut quand même être très clair dans tout ce qu'on fait, mais ça demande un peu de temps. Donc tu vois, j'ai régulièrement des sujets qui repopent que je mets de côté en me disant c'est exactement ce que tu évoquais, la temporalité. C'est-à-dire que tu peux pas tout faire d'un coup. Faut oser faut oser se laisser le temps. Donc ma vision, ça peut être ça. Après, je peux arriver sur d'autres sujets. Mon dernier bouquin, c'était sur la santé mentale. J'ai d'autres sujets sur, je te l'ai évoqué, sur la santé mentale du dirigeant. J'ai d'autres sujets parce que à titre personnel, j'ai des diagnostics, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est ça s'appelle un TDAH. Je pense que j'ai envie de l'expliquer parce que je trouve qu'on n'en parle pas, on en parle très peu en France. Donc tu vois, ça c'est une cause qui me tient à cœur que j'hésite en fait à embrasser. Mais tu vois, moi j'évolue, mon parcours de vie évolue, mes envies de communication évoluent. Cette question se pose, est-ce que d'autres aujourd'hui partagent mieux du positif que moi? Est-ce que tu vois, c'est cette notion d'ouvrir le champ. Après, l'avantage aussi avec l'optimisme, je peux tout mettre dedans. C'est-à-dire que tout que tout est sujet, mais ouais, les questions repopent en permanence. Et ma seule zone de douleur, et je te dis, moi je suis très franche pour le coup, c'est que je manque de temps. Je manque encore beaucoup de temps. Je me suis pas encore réconciliée avec la charge de travail. Ok, bon, c'est quand même plutôt enthousiasmant d'entendre tous ces projets et toutes ces envies. On a hâte de suivre tout ça. Et pour terminer,
C'est un peu la question à 300 000, mais si tu peux nous apporter quelques éléments de réponse, en tout cas ceux qui te parlent le plus, comment est-ce qu'on fait pour être optimiste? Alors, on accepte le temps long déjà, parce que je pense qu'il y a une grande part du fait qu'on soit pas optimiste, qui est l'immédiateté de notre société. C'est-à-dire, on veut tout de suite, on se décourage hyper rapidement. On a envie, par exemple, de changer quelque chose, et puis on se dit ça va être trop long, ça va me demander trop d'apprentissage. Pour être optimiste, en fait, il faut déjà se dire que démarrer un projet, c'est pas le finir demain. Moi, l'optimisme, c'est ce que je disais au démarrage, c'est un projet à horizon 20 ans. Donc voilà, ce qui se passe au sein d'une année. Bon, écoute, ça grandit. J'ai jamais eu la velléité, tu sais, de faire les choses très vite. On est dans une culture en France, faut scaler. Tu sais, tu montes ta boîte, faut scaler hyper rapidement. À un moment donné, dans ma boîte, on était 8. Moi, gérer 8 personnes, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Du coup, j'ai réfléchi à mon besoin, et être optimiste, c'est aussi ça. C'est se dire de quoi j'ai besoin dans le temps long. Voilà. Et dans le temps court et dans le temps long. Comment est-ce qu'on est optimiste? En s'entourant de personnes optimistes. C'est-à-dire que si j'avais écouté, pour revenir en arrière, mes copains qui me disaient, mais c'est quoi ton truc? De toute façon, c'est un truc de dépressif, ou non, mais en fait, Catherine, comment tu finances un projet comme ça? J'aurais rien fait. Le groupe de soutien est hyper important, parce que derrière, il y a de la contagion émotionnelle. Plus t'as des gens qui te font douter, disons-le, plus tu doutes. Troisième point, c'est valoriser les petits pas. Alors ça paraît un peu du vu et du revu, mais une fois que tu comprends les biais cognitifs, que tu comprends que ton cerveau va se rappeler toujours des dossiers en cours et va pas se rappeler de tout ce que tu as déjà fait, moi j'ai l'impression, honnêtement, si je ne me pose pas en me disant punaise, en toutes ces années on a fait tout ça, j'ai l'impression d'être encore en mode projet. Tu vois, souvent je dis aux gens, moi j'ai un petit projet. J'ai tellement ancré ça, j'ai un petit projet, en fait, aujourd'hui, parce que je vois, justement, ma to-do de 2015 qui est encore en place. C'est ça, et je pense que pour être optimiste, en fait, il faut pas faire d'injonction à l'optimisme, mais se dire qu'en fait, on est tous imparfaits, qu'on est tous vulnérables, en fait, et que en essayant de faire, c'est parce qu'on essaye de faire un petit pas qu'on est optimiste, parce qu'on se dit waouh, j'ai fait quelque chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les trucs que je ne supporte pas faire, je déteste faire une facture. Pour moi, faire une facture, c'est le truc qui me paraît le plus difficile au monde, parce que je me plante dans les chiffres, je me plante dans les intitulés. Tu vois, plus c'est important, plus je retarde, hein, et donc ça, c'est des choses notamment du TDAH. Mais de s'enthousiasmer du petit pas, c'est-à-dire de s'enthousiasmer du fait d'avoir fait ma facture. Je suis capable de te dire 4 fois dans une journée, j'ai fait une facture ce matin. Ce qui paraît débile aux yeux de tout le monde, sauf que moi, je me dis, je suis capable de faire même ce que je suis la plus mauvaise à faire. Donc voilà, ça serait peut-être des petits ingrédients pour travailler son optimisme. Alors évidemment, après, tu peux appliquer tout ce que Florence, par exemple, a partagé sur les 3 kiffs par jour, sur aller noter ce qui va bien aussi dans ton quotidien, pour réorienter ton cerveau. Mais je pense que l'entourage, hélas, est vraiment prédominant. Et si vous sentez que vous êtes entouré de gens à la fin d'une soirée qui vous ont pris plus d'énergie si tu ressors d'une soirée avec moins d'énergie que quand tu y pars, c'est probablement que les gens qui t'entourent à cet instant sont pas les bons. Ça veut pas dire que dans 5 ans, ça ne reviendra pas tes potes, hein. Mais je crois que quand on est dans un parcours de changement où on a besoin d'optimisme, parce qu'on est en plein doute, hein, quand on se questionne, l'entourage est fondamental, et oser aussi peut-être accepter que des gens qui ne faisaient pas du tout partie de ton quotidien deviennent presque tes meilleurs potes à un instant T. C'est très violent, parce que tu te dis, mais est-ce que je suis pas une bonne amie? Est-ce que, comment ça se fait? Mais c'est parce que on évolue dans la vie, et notre entourage aussi, c'est normal, évolue dans la vie. Je parlais de mon groupe de soutien du démarrage. C'est des inconnus qui sont arrivés dans mon périmètre, et tu vois, aujourd'hui je suis ces inconnus pour des petits projets que je vois grandir, et d'accepter que des gens deviennent hyper importants alors qu'avant on les connaissait pas, et juste parce qu'on en a besoin, parce qu'ils stimulent notre optimisme. Ça peut être difficile, mais à mon avis ça fait partie des ingrédients de base. Merci beaucoup pour ce partage très généreux.
de ton expérience, de tes conseils et puis de ton optimisme, en tout cas que j'entends, et j'espère que nos auditeurs entendront aussi, que ça leur redonnera un petit boost de confiance, comme tu dis, en la vie, en leurs projets, en leurs envies. Et merci encore pour tout ça. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.